Salut à tous et à toutes, jeudi 2 avril 2026, bienvenue dans le Grand Journal sur Swag Radio avec Arlette Dorelas, depuis les studios de Swag, dans la capitale des grandes écoles du monde. Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude, dernier numéro de ce Grand Journal pour cette semaine. Demain, vendredi soir, je vais prendre congé de vous à partir d'aujourd'hui. Une actualité sous haute pression. Le Grand Journal commence maintenant. Alexa, Open Swag Radio. Tout de suite, voici les infos. Le président américain Donald Trump s'est adressé le mercredi 1er avril dans la soirée aux Américains au sujet de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, qui est désormais entré dans son deuxième mois. Dans son discours, il a menacé d'attaquer l'Iran avec une extrême dureté au cours des 2 à 3 prochaines semaines. Écoutons le président américain dans ce grand journal. Ce soir, je suis heureux d'annoncer que ces objectifs stratégiques fondamentaux sont sur le point d'être atteints. Ces magnifiques bombardiers B-2 ont été merveilleusement performants. Nous avons totalement détruit ces sites nucléaires. Grâce aux progrès que nous avons réalisés, je peux affirmer ce soir que nous sommes en voie d'accomplir tous les objectifs militaires des États-Unis dans un temps très court. Nous allons les frapper très durement au cours des 2 à 3 prochaines semaines. Dans cette première allocution à la nation du président américain, depuis le début du conflit lancé par une offensive israélo-américaine sur l'Iran le 28 février 2026, qui a fait des milliers de morts, Donald Trump a assuré que son pays aurait obtenu des victoires décisives et écrasantes et qu'il était proche de remplir ses objectifs en Iran. Que retenir de ce discours? Le point avec le correspondant de France 24 à Washington dans ce grand journal. Le président américain n'aura sidéré personne cette nuit à Washington. Pas d'annonce formelle de l'arrêt des opérations, pas d'information de nature à changer la physionomie de la crise, à l'exception peut-être de ce que la Maison-Blanche considère comme un passage de témoin unilatéral. La sécurité du détroit d'Ormuz incombera désormais aux pays pour lesquels ce passage est vital. Comprenez par là les marines qui croisent déjà dans la région, parmi lesquelles on compte la France, quelques nations européennes, mais également la Chine, qui n'a pas été nommée par le président américain cette nuit. En clair, Donald Trump considère que l'essentiel du travail est fait. Le Pentagone parle de 155 bateaux iraniens envoyés par le fond, une aviation anéantie et des ressources en missiles détruites ou quasiment épuisées. C'est sans doute ce qui permet d'ailleurs à la Maison-Blanche d'annoncer un arrêt des frappes d'ici 2 à 3 semaines, une annonce qui avait cependant déjà été formulée par le président ces dernières heures. Voilà, il s'agissait d'un discours tout en retenue à l'échelle de Donald Trump, mais teinté d'un triomphalisme appuyé comme à son habitude, l'essentiel du message consistant à marteler que l'Iran n'est définitivement plus une menace, pas plus nucléaire que militaire. 2 inconnus demeurent néanmoins. Qu'en est-il du projet d'opération terrestre qui semblait de plus en plus crédible pour les observateurs ici ces derniers jours? Et surtout, quel est le projet quant à l'uranium enrichi qui, est-il nécessaire de le rappeler, a tout simplement justifié l'ensemble de l'opération? L'armée iranienne a réagi ce matin aux déclarations de Donald Trump en promettant une réponse armée. Le général Philippe Sido ajoute que les Houthis yéménites ont promis à leur tour d'intervenir et cela pourrait peser lourdement sur l'économie mondiale. Le discours de Trump a eu une réponse ce jeudi matin avec une menace majeure. Écoutons les détails sur CNews dans ce grand journal. L'intervention du président Trump que tout le monde attendait, il y a la réponse maintenant. Et la réponse, elle est iranienne. Alors, les menaces écrasantes que l'on connaît, c'est une intensification des frappes de drones ou de missiles balistiques. Mais il ne faut jamais oublier que les Iraniens ont un allié, les Houthis, qui eux aussi ont fait une déclaration ce matin. Tout simplement. Et alors, ils ont très clairement déclaré que si les États-Unis et Israël intensifiaient leurs frappes, ou si un pays du Golfe intervenait, eux, ils bloquaient le détroit de Bab el-Mandeb. Tout simplement. Donc, cette menace qui pèse sur les économies mondiales, qui pèse sur les flux maritimes, réapparaît. Donc, la réponse à l'intensification promise sur 2 à 3 semaines par ramener à l'âge de pierre l'Iran, donc une intensification. Le discours du président Trump a une réponse ce matin avec une menace majeure sur le détroit de Bab el-Mandeb. Et ça, c'est une menace facile, mise en œuvre avec des moyens faciles,
qui ne nécessite pas beaucoup de technique. Ils en ont déjà fait la démonstration. Et là, bien évidemment, c'est la mission européenne qui serait impliquée, les bateaux européens. Guerre au Moyen-Orient, intensification des frappes iraniennes sur Israël. La situation au Moyen-Orient connaît une nouvelle escalade majeure, marquée par une intensification des frappes iraniennes visant le territoire israélien. Depuis plusieurs jours, les tensions déjà vives entre les deux puissances régionales ont franchi un seuil critique, suscitant une vive inquiétude au sein de la communauté internationale. Le récit a signé BFM TV dans ce grand journal. Au moment même où le président américain prononçait son discours, il y a eu de nouvelles vagues de frappes contre Israël, des missiles qui ont été lancés contre Israël, mais aussi les bases américaines dans la région. On assiste à une intensification des frappes contre Israël, mais aussi les bases américaines dans la région, puisque un tiers des missiles lancés contre Israël, depuis le début du conflit, il y a eu environ 600 missiles utilisés. Un tiers de ces missiles ont été lancés la semaine dernière, ce qui veut dire qu'il y a une intensification des frappes contre Israël, des frappes donc menées contre Israël de manière coordonnée et simultanée avec le Hezbollah libanais et les Houthis au Yémen. L'Iran estime qu'il est en position de force et affirme qu'il a déjà remporté la victoire contre les États-Unis et Israël et veut imposer ses conditions pour la fin du conflit, notamment par exemple le contrôle total du détroit d'Ormuz. Relation compliquée entre Donald Trump et l'OTAN, une fracture stratégique en devenir, les tensions entre Donald Trump et ses alliés traditionnels ne cessent de s'accentuer. Au-delà de la France, c'est désormais l'ensemble de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, que le président américain évoque de manière de plus en plus critique et régulière, une posture qui interroge sur l'avenir de l'Alliance transatlantique, pilier de la sécurité occidentale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Écoutons les détails sur la RT dans ce grand journal. Aucun des membres de l'OTAN n'a voulu réellement participer à cette opération, ou même des opérations de sécurité du détroit d'Ormuz aujourd'hui, avec aux côtés de Donald Trump et d'Israël, de Benjamin Netanyahou. Pourquoi, selon vous, où est-ce que cette fissure a commencé? Est-ce que c'est avec les prétentions de Donald Trump pour le Groenland? Est-ce que c'est aussi une réponse pour sa rhétorique belliqueuse face à ses alliés européens, donc qui date de quelques mois déjà, mais pourquoi cette fissure aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un risque de la sortie totale de Washington de l'Alliance? Vous avez raison de mettre en perspective ce qui se passe aujourd'hui sur une séquence plus longue qui date depuis de longs mois et depuis même un peu plus d'un an et depuis même le début du second mandat de monsieur Trump. Il y a bien sûr eu une rupture déjà au moment du discours de J.D. Vance à Munich, où les Européens se sont à juste titre sentis attaqués et remis en cause sur leur manière propre de considérer le monde, mais aussi leur propre espace à l'intérieur. Et puis, il y a une nouvelle séquence qui s'est ouverte avec un enchaînement qui a été celui de l'intervention américaine au Venezuela et de la capture du président Maduro, avec ensuite le quasi-affrontement sur le Groenland, où des troupes européennes et de l'OTAN auraient pu se faire face sur place, jusqu'à l'initiative de M. Trump et de M. Netanyahou vis-à-vis de l'Iran, sans prévenir qui que ce soit. Donc on a la sensation aujourd'hui que finalement le divorce est consommé entre les différentes parties. Ceci étant, une fois qu'on a dit ça, si le divorce est consommé, il est consommé avec malgré tout, peut-être d'un côté et de l'autre, la volonté de recoller les morceaux. Aujourd'hui, nous sommes dans un pic de tension. Personne ne dit que demain les États-Unis n'auront pas besoin à nouveau des pays de l'OTAN et notamment des pays européens. Et de la même manière, Monsieur Macron, quand il fait l'éloge de la lenteur de l'Union européenne, il ne faudrait pas que cet éloge de la lenteur
de l'immobilisme. Et donc, dans ce cas-là, on voit bien que l'Union européenne, dès lors qu'elle n'est plus attelée aux États-Unis, peine à trouver sa voie parce qu'elle propose le même logiciel que celui qui a conduit jusqu'ici. Donc, il semble d'une certaine manière que les uns et les autres s'auto-paralysent, je dirais. Ils ils se regardent en chien de faïence, mais ni les uns ni les autres ne peuvent bouger, ni les Américains ni les Européens. Mais l'Europe et surtout la France n'est pas convaincante dans ce conflit, où elle le dit aussi ouvertement qu'il y a un besoin aujourd'hui de sécuriser, par exemple, le détroit d'Ormuz, parce que l'Europe en pâtit de la flambée du prix du carburant, du gaz, du pétrole, etc. Il y a des retombées directes sur l'économie à Bruxelles aujourd'hui, et pourtant elle ne fait rien. Alors, est-ce que vous pensez que l'Europe n'a pas finalement pris une position conjointe, donc une position commune face à ce problème aujourd'hui? Elle laisse pour le moment donc agir Washington et Tel Aviv et reste en retrait en laissant le sale travail faire. D'une certaine manière, l'Europe a pris une position commune, c'est celle de ne rien faire, de ne pas intervenir sur la guerre en Iran et vis-à-vis de l'Iran, ce qui est bien légitime dès lors qu'ils n'étaient pas associés, les pays européens, depuis le départ. Maintenant que leurs intérêts sont menacés par la guerre d'attrition économique telle qu'elle est menée par l'Iran en réaction à l'offensive qu'elle a subie, les Européens seraient amenés aujourd'hui normalement à bouger d'une manière ou d'une autre, soit à se lancer dans le conflit. Il n'y a pas de raison aujourd'hui à cela, et d'ailleurs le retrait prudent qui est le leur en témoigne, mais ils devraient à tout le moins essayer de chercher des solutions qui servent leurs propres intérêts. Parmi celles-ci, il y aurait le déblocage du détroit d'Ormuz, mais ils ne peuvent pas se permettre d'aller le débloquer par eux-mêmes, et ils se payent de mots en disant qu'ils vont intervenir. Les Européens, et notamment la France, n'interviendront que lorsque le détroit d'Ormuz sera débloqué par des missions de sécurisation. Mais ils n'ont pas vocation à aller mettre le doigt dans l'engrenage belliciste qui a lieu sur place. Sur le troisième aspect, c'est pour cela que j'évoquais tout à l'heure l'immobilisme de M. Macron, qui est l'immobilisme de l'Union européenne. C'est que la France et l'Union européenne se paient de mots. Ils disent qu'il faut revenir à du multilatéralisme. Ils prônent un retour à l'ordre ancien, mais celui-ci ne reviendra pas. C'est d'ailleurs le Premier ministre canadien qui l'avait affirmé à juste titre lors de la dernière séance de Munich. Et l'ordre ancien ne reviendra pas. Donc que devrait faire l'Union européenne? Que devrait faire Vous suivez le Grand Journal sur Swag Radio avec Carlich Dorelas. Swag Radio en air avec du style. Passez la commande à Alexa chez vous. Alexa Open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24h/24. Dernier numéro de ce Grand Journal pour cette semaine. Demain, vendredi 3 avril, vendredi saint. Le Grand Journal va prendre congé de vous. Le retour du Grand Journal, c'est pour lundi 7 avril sur Swag Radio en air avec du style. Voilà. Pour bien manger, c'est Brothers Café Créole, la bonne cuisine haïtienne, au 2,99 Main Street Everett. Chiffré le 617 214 14 25. Ah oui, la cuisine haïtienne est sans limite là-bas. La cuisine haïtienne est bonne à Brothers Café Créole. Pour rester bien informé, P-News, info à la vitesse de la lumière, info sans cassure, sans bavure. P-News, votre rendez-vous en matière d'info. Une foule s'est rassemblée le mercredi 1er avril dans le centre de Téhéran pour célébrer le 40e anniversaire de la révolution islamique dans un contexte de renforcement des mesures de sécurité liées au conflit. Encore, malgré les incertitudes, de nombreuses personnes témoignent par leur présence du soutien indéfectible et de la grande résilience de la République islamique. Reportage signé CGTN News dans ce grand journal. Je me trouve ici dans le centre de Téhéran où les gens se sont rassemblés pour célébrer la journée de la République islamique. Les événements se déroulent sous haute sécurité, les autorités surveillant de près la zone qui a été prise pour cible à plusieurs reprises ces derniers jours. Pourquoi devrions-nous avoir peur? Je n'ai pas peur du tout. Nos vies n'ont pas d'importance pour nous.
Pour notre terre et notre pays, nous donnons tout et nous nous mobilisons en force lors de journées comme celle-ci. Il y a 47 ans, nous avons voté en faveur de la République islamique. Aujourd'hui, face aux menaces, notre présence est encore plus nécessaire. Pour mon pays, pour le drapeau, pour suivre les instructions de notre guide, et pour tous les martyrs et le sang qui a été versé, nous devions venir. Cette année, de nombreux événements ont été revus à la baisse en raison de la guerre avec les États-Unis et Israël et du décès de dirigeants clés, dont le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Pourtant, pour de nombreux Iraniens, cette journée reste une expression forte de leur attachement à leur pays. Cet anniversaire est placé sous le signe de la participation, de la démocratie et de la volonté de soutenir la République islamique. Ce jour-là, le peuple iranien a voté en faveur de la République islamique d'Iran. Malgré des circonstances exceptionnelles, de nombreux Iraniens se sont mobilisés pour célébrer la journée de la République islamique. Cependant, dans un contexte d'inflation galopante et sous la menace constante des missiles et des drones, la vie quotidienne reste difficile et l'avenir incertain. Nous irons en Cisjordanie, occupée, mobilisation palestinienne contre la loi israélienne, controversée sur la peine de mort. Cette législation vise de facto les Palestiniens jugés par les tribunaux militaires israéliens. En pratique, les Palestiniens arrêtés par l'armée israélienne dans les territoires occupés sont systématiquement traduits devant ces juridictions. Le récit est signé Euronews dans ce grand journal. Des milliers de Palestiniens sont descendus mercredi dans les rues de la Cisjordanie occupée pour dénoncer une loi controversée sur la peine de mort récemment adoptée par le Parlement israélien. Selon ses détracteurs, cette législation vise de facto les Palestiniens jugés par les tribunaux militaires israéliens. En pratique, les Palestiniens arrêtés par l'armée israélienne dans les territoires occupés sont systématiquement traduits devant ces juridictions. It is directed only against Palestinians. If a settler kills a Palestinian, nothing happens to him. If a Palestinian is accused of a crime, he will be facing death penalty. There is nothing more clear about the system of apartheid than this law, which sends to Palestinians one message: Israel is not interested neither in peace or any compromise. Les manifestations se sont accompagnées d'une grève générale paralysant une grande partie de la Cisjordanie, avec la fermeture de centres commerciaux, de marchés et de nombreux magasins. Le mouvement de protestation avait été lancé la veille par le Fatah, le parti du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Les organisateurs sont déterminés à poursuivre la mobilisation jusqu'à l'abrogation de la loi. Aux États-Unis, le droit du sol au cœur d'un bras de fer entre Trump et la Cour suprême. À son retour à la Maison-Blanche l'année dernière, Donald Trump a signé un décret stipulant que les enfants nés de parents en situation irrégulière aux États-Unis ou titulaires d'un visa temporaire ne deviendraient pas automatiquement des citoyens américains. Écoutons un reportage dans ce grand journal. La Cour suprême des États-Unis a entamé mercredi l'audition des plaidoiries d'ouverture dans le cadre de la tentative du président Donald Trump visant à abolir le droit du sol. Cette affaire historique est un pilier des efforts du président américain pour restreindre l'immigration et par là même mettre fin à un droit constitutionnel aux États-Unis en vertu du 14e amendement. Donald Trump a enfreint le protocole en choisissant d'assister en personne aux plaidoiries d'ouverture où il s'est assis dans le public, une initiative sans précédent de la part d'un président en exercice. Il était présent lorsque son sollicitateur général John Sauer a présenté les arguments de l'administration, mais n'est pas resté pour écouter l'avocate de l'Union américaine pour les libertés civiles, Cecilia Wang, présenter la défense. I come out of the court today with the thought of my parents and so many of our parents and ancestors who came to this country seeking refuge, seeking new opportunities, and who relied on the rule that we've had in this country for 150 years, that everyone born here is a United States citizen, all alike. Une foule de manifestants opposés aux efforts de Trump visant à restreindre ce droit était également rassemblée devant le bâtiment de la Cour suprême. If the Supreme Court chooses to overturn birthright citizenship after 158 years, then we would have to climb on top of that building and erase those words, equal protection under the law. We might as well replace it with gold letters that says Trump Court, not Supreme Court.
Emperor's court, King's court. But today we come to say it's our court. It's the people's court. Trump a signé un décret à son retour au pouvoir l'année dernière, suspendant le droit du sol, une mesure que les tribunaux inférieurs ont bloquée jusqu'à qu'une décision de la Cour suprême soit rendue. La plus haute juridiction des États-Unis va désormais entendre les arguments au cours des prochains mois et devrait rendre son verdict au début de l'été. Nous irons en Haïti, hausse du prix des carburants. Le ministre de l'Éducation nationale apporte des éclaircissements. Le ministre de l'Éducation nationale est intervenu publiquement pour expliquer les raisons et a conduit le gouvernement à augmenter les prix des carburants, une décision qui suscite de vives réactions au sein de la population. Lors de cette prise de parole, le responsable a indiqué que cette mesure s'inscrit dans un contexte économique particulièrement difficile, marqué notamment par la hausse des prix du pétrole sur le marché international. Selon lui, l'État ne pouvait plus continuer à supporter le poids des subventions accordées aux produits pétroliers, lesquels représentaient une charge considérable pour les finances publiques. Écoutons le ministre de l'Éducation nationale au micro de la presse. Nous connaissons que nous gonflons devant nous, c'est la guerre en Iran. Et on connaît le gaz là, quand il sortit généralement Venezuela, il sortit en Iran, Irak, Arabie Saoudite, etc. Guerre, il provoquait une hausse de prix pour gaz là sur le marché et pétrole là. À ce moment-là, possibilité que l'État ait gagné pour te financer gaz là, eh bien, il réduit. À ce moment-là, l'État trouvé dans une situation pour que augmenter le prix gaz là, pour permettre que l'État capable d'honorer l'engagement qu'elle gagne pour l'État qui a toujours fonctionné. Si l'État suspend de fonctionner, nous tous dans un problème. On ne doit pas satisfaire de l'État, mais nous devons comprendre que l'État, c'est l'ensemble des citoyens qui dans le pays qui forment l'État, qui choisissent un groupe de monde pour diriger. Et le groupe de monde qui dirige l'État, il a dirigé l'État dans l'idée pour donner satisfaction à monde qui était météo au pouvoir. L'ex-premier ministre haïtien, nommé coordinateur de l'ONU au Kenya. L'ancien premier ministre haïtien est désormais le coordinateur résident des Nations Unies au Kenya, Gary Coney, a été annoncé le mercredi 1er avril avec prise de fonction immédiate. Écoutons un reportage dans ce grand journal. L'ancien Premier ministre haïtien est désormais le coordinateur résident des Nations Unies au Kenya. Gary Coney a été nommé mercredi avec prise de fonction immédiate. À ce poste, l'ONU espère compter sur les 20 ans d'expérience de l'homme dans les domaines du développement international, des affaires humanitaires et de l'administration publique. Le diplomate haïtien a récemment occupé le poste de directeur régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes au Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, où il a défendu des initiatives visant à améliorer le bien-être des enfants et à lutter contre les inégalités systémiques. Le deuxième mandat de M. Gary Coney en tant que Premier ministre de son pays, d'une durée de 6 mois en 2024, a coïncidé avec les premiers déploiements de troupes kenyanes chargées d'aider la police haïtienne à rétablir la sécurité dans un contexte de conflit violent contre les gangs armés. C'est le terminus de ce grand journal pour ce jeudi 2 avril 2026. Avant de partir, météo, jeudi 2 avril 2026 à Boston, attendez-vous à une journée pluvieuse et fraîche. La température maximale avoisinera les 47 et 46 degrés Fahrenheit. En journée, descendant vers les 34 et 36 degrés Fahrenheit. La nuit, pluie modérée. Le matin, averse dispersée. Dans l'après-midi avec du vent. Prévoyez vêtements imperméables et chauds. Température maximum 46 degrés Fahrenheit, minimum 34 degrés Fahrenheit. Conditions très nuageuses avec pluie modérée. Matinée, averse l'après-midi. Vent nord-est 22 km par heure avec des rafales pouvant atteindre 33 km par heure. Risque très élevé, 100% de précipitation. Le matin, environ 5 millilitres cumulés. Eh bien, le soleil se lève à 6h27 et se couche à 19h09 pour ce
jeudi 2 avril 2026. C'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. Pour présenter le grand journal, Erlich Dorelas, depuis le studio de Swag, dans la capitale des grandes écoles du monde. Swag Radio et avec du style. Alexa Open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. Brothers Café Créole, la bonne cuisine. Et oui, de A à Z, oui. Cuisine sans limite au 299 Main Street, Everett. Chiffre de 617 294 14 25. Et pour rester bien informé, c'est l'affaire de P-News. Info sans cassure, sans bavure. Info à la vitesse de la lumière. Référence en matière d'infos, P-News sur WhatsApp et sur Facebook. Allez, joyeuse semaine sainte, joyeuse fête de Pâques. Rendez-vous avec moi, c'est pour lundi, pour le grand journal. Salut, et n'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Au revoir, bonne fête de Pâques.